Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo qui regroupe les réponses à plusieurs questions que vous m'avez posées. J'ai donc sélectionné 10 questions. J'ai évidemment pas pu sélectionner toutes vos questions, mais certaines se ressemblent. J'ai pas sélectionné les questions auxquelles j'avais répondu de manière assez exhaustive, puisque je considère finalement qu'elles ont été résolues. Mais j'ai posé les questions qui étaient assez redondantes, qui ont l'air de vous tracasser, pour vous aider justement à aborder la PACES, tout en sachant que j'ai pas pu répondre à directement à tous vos commentaires avec le bouton répondre, parce que sur YouTube parfois les commentaires sont associés à d'autres sites, donc j'ai dû répondre dans un commentaire séparé. Vous avez justement pas forcément pu voir cette réponse. C'est pour ça que dans cette vidéo je vais essayer justement de pallier à ce défaut et en espérant justement que ça va vous aider à préciser encore vos idées avant d'aborder la PACES pour ceux qui l'aborderont en septembre cette année. Donc j'ai regroupé, ça va être sous forme finalement, j'ai encore fait un diapo avec 10 questions voilà, qui m'ont paru intéressantes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. On va commencer tout de suite avec la première question. Merci beaucoup pour cette vidéo. Bah écoute, merci à toi. Je suis en première S et j'hésite beaucoup entre la médecine et le STAPS. Est-ce que tu pourrais nous parler des différents domaines ou spécificités à la branche médecine, please? Bonnes vacances. Bah écoute, bonnes vacances à toi aussi. Eh bien, c'est vrai que en première, etc., on s'interroge beaucoup au lycée sur la médecine. C'est vrai qu'on s'engage souvent dans cette branche sans savoir exactement ce qu'on va pouvoir faire après. On s'imagine toujours le boulot de médecin comme finalement la médecine interne, des pneumos, etc., des neurologues, ou alors l'autre branche, on se dit on va être chirurgien, mais on ne voit pas vraiment beaucoup plus loin. Alors qu'il faut savoir qu'il existe une très grande diversité de métiers médicaux, hein, pas paramédicaux, mais vraiment médicaux. Et donc on peut diviser finalement les médecins en deux grandes catégories. Ces catégories ne plaisent pas forcément aux gens du milieu médical. Elles sont vraiment là pour simplifier beaucoup les choses. On aura les cliniciens d'une part et d'autre part les non-cliniciens. Par clinicien, en fait, ici on entend un clinicien, quelqu'un qui va travailler au lit du patient, c'est-à-dire qu'il va aller réaliser un examen physique sur un malade, il va rentrer dans sa chambre et il va faire les différents gestes médicaux associés, tandis qu'un non-clinicien travaille souvent en laboratoire ou dans un cabinet médical, va s'occuper des explorations complémentaires, mais ne va pas être au contact direct du patient tous les jours. Sauf les radiologues, mais ils vont finalement être responsables de l'imagerie, du diagnostic, etc. Mais ils resteront finalement plus à l'écart des patients que les cliniciens qui sont vraiment au lit du malade. Donc dans les cliniciens, vous avez évidemment tous les médecins à l'hôpital, mais également les médecins en ville, les chirurgiens. Donc ça déjà c'est énormément de métiers, vous avez énormément de spécialités. Pour connaître ces spécialités, il vous suffit de taper spécialité médecine sur internet. Vous avez le site de remède.org, le site de la NEMF, etc. Et dans les non-cliniciens, alors là c'est la branche qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui est vraiment très intéressante. Vous avez les radiologues, mais aussi les anatomopathologistes, etc. Les anatomopathologistes, c'est les médecins, c'est vraiment des médecins qui travaillent en laboratoire et qui examinent les biopsies, les ponctions, etc. Faites par les cliniciens justement pour diagnostiquer des pathologies, des tumeurs, etc. Des bilans d'extension de cancer et énormément de choses. Donc c'est vraiment deux branches qui sont évidemment complémentaires. Les cliniciens ne pourraient rien faire sans les non-cliniciens et inversement. Et ce sont vraiment deux branches dans lesquelles vous pouvez vous orienter en faisant médecine. Là je ne parle pas d'infirmiers, etc. Je parle vraiment, tous ces gens-là sont des médecins. Et encore une fois, c'est une grande simplification de dire qu'il n'existe que ces deux branches, mais c'est pour un peu préciser les idées dans vos têtes et vous dire que vous devez réfléchir à un métier et pas forcément penser uniquement à la branche clinicienne en oubliant tout le reste qui est un domaine qui a beaucoup de place, notamment dans la recherche, et qui peut être très intéressant d'un point de vue professionnel. Bonjour, j'aimerais savoir, en première et en terminale, combien environ avais-tu de moyenne dans les matières scientifiques? Merci pour cette vidéo. Eh bien, merci à toi. Donc, en première, en terminale. Donc, en première, je travaillais pas beaucoup, honnêtement. Enfin, après le collège, bon, évidemment, il y a l'attrait du lycée, on est plus libre, on se fait des potes, etc. Donc, en première, je travaillais pas beaucoup, étant donné, en plus, que je trouvais que le niveau était pas forcément... ça m'intéressait pas plus que ça. Il y avait beaucoup de matières qui m'intéressaient peu, donc je me suis vraiment mis à travailler en terminale, où les matières m'intéressaient beaucoup plus. Et je savais de toute façon que la médecine arrivait. Donc en terminale, j'ai commencé à augmenter ma moyenne. Disons que, par exemple, en première, je me situe autour de 13, 14, 15 maximum en maths. Et finalement, j'ai réussi à obtenir 20 au bac en terminale, surtout grâce à un professeur qui était vraiment formidable. Mais cela mis à part, la moyenne qu'on a au lycée n'est pas un indicateur très fiable de la réussite en médecine. Je vois beaucoup de gens, encore une fois, qui peuvent avoir 12, 13 de moyenne et qui ont une grande capacité de travail, et qui ont des résultats formidables, et d'autres gens qui ont de très bonnes notes sans forcément travailler, ou même parfois en travaillant, et puis qui, lorsqu'ils arrivent en PACES, n'y arrivent plus parce que c'est trop dur, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer, etc. Donc ne vous formalisez pas trop sur vos notes en première et en terminale. Évidemment, si vous avez 2 de moyenne,
c'est peut-être pas sur médecine qu'il faut s'orienter, mais si vous avez quelques difficultés dans des matières, etc., c'est pas une raison pour abandonner votre rêve de devenir médecin, etc. En travaillant, vous pouvez toujours vous faire votre place, et c'est ça qui est bien en France, on a un grand ascenseur social, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de moyens financiers ou énormément de capacités pour un jour avoir le droit de prouver votre valeur, prouver votre capacité de travail. Donc voilà, donc mes notes en fait importent très peu dans les matières scientifiques, mais en tout cas c'est bien d'avoir des notes, c'est bien si vous êtes au-dessus de 13, 14, mais si vous êtes à 10, 11, 12, c'est pas ça qui va vous empêcher totalement. Ce sera évidemment plus dur que ceux qui avaient des bonnes notes, des très bonnes notes, mais c'est pas du tout un frein énorme. Salut, je suis actuellement en terminale S et j'aimerais savoir est-ce que les profs nous fournissent leurs cours, à savoir les polis, etc. Donc ça dépend des facs. À Tours, parfois, il y a des polis de profs. Il y avait un ou deux profs qui avaient mis des polis, sachant que ce sont des polis qui, souvent, les profs ne renouvellent pas. Donc, c'est des polis qui ont 10-15 ans, donc ils ne correspondent pas forcément à leur cours. Les polis, souvent, on les a au tutorat ou à la prépa. Donc, j'ai vu, certaines personnes m'ont dit que dans d'autres facs, on leur donnait tous les cours, enfin, dans d'autres prépas, on leur donnait tous les cours, alors que je trouve que c'est un peu injuste finalement pour ceux qui ne disposent pas de la prépa. Dans les prépas et les tutorats à Tours, on donne surtout les cours d'anatomie en fait, en polycopier, un petit peu de sciences humaines. Mais comptez pas sur les profs finalement pour vous donner un cours tout fait. Genre vous allez en cours, vous prenez pas de notes et puis vous récupérez les cours. Non, ça marche pas du tout comme ça. Tous les profs ne participent pas à ça et souvent ils finissent par abandonner le processus parce qu'ils ne pensent plus renouveler finalement tout simplement leur polycopier. Donc voilà, je vous conseille de vous rapprocher auprès de votre tutorat ou de votre prépa pour vous renseigner sur la possibilité d'avoir des polis, mais encore une fois, préparez-vous à devoir prendre des notes et des cours. Élise Dalibert nous dit qu'elle aimerait tenter la PACES. Quelle spécialité vaudrait-il mieux choisir en terminale, sciences physiques, SVT? Alors, il faut savoir que, encore une fois, il y a un gouffre entre le niveau de la terminale et de la PACES, surtout que le niveau de la terminale devient de plus en plus nul, avec des chapitres de plus en plus inutiles, et les spécialités souvent sont assez, je dirais, philosophiques, on essaie de vous faire réfléchir sur la protection de l'environnement et tout. En fait, c'est un prétexte pour pas vous faire réfléchir du tout, mais bref. Moi j'avais pris les sciences physiques, j'avais mon prof, c'était intéressant. Au niveau des ondes, on étudie les ondes, c'est assez utile pour la médecine, mais l'SVT aussi, et finalement les maths aussi. Honnêtement, le choix de la spécialité, je dirais, n'a aucune influence sur votre réussite en médecine. Ça peut être des connaissances en supplémentaire, une méthode supplémentaire, mais honnêtement, prenez pas une spécialité parce que vous voulez faire médecine, mais prenez une spécialité parce que vous êtes bon dans cette matière, ce qui vous permettra d'obtenir une meilleure note au bac avec un plus grand coefficient. C'est comme ça qu'il faut choisir, mais c'est pas grave, hein, si vous avez pris maths, c'est pas ça qui va vous pénaliser en médecine, au contraire. Choisissez la spécialité qui vous plaît surtout. Salut Valentin, je suis en première S et je suis de la région centre et compte faire la PACES à Tours. Tout d'abord, merci pour tes superbes explications. Bah écoute, merci à toi, c'est très gentil. As-tu continué à jouer du piano de temps en temps pendant ton année de PACES? Est-il plus simple de vivre en chambre universitaire ou dans son propre appartement? En effet, monsieur Ouriou de Tours a animé une conférence dans ma ville et a souligné la nécessité de vivre à proximité de la fac. Merci pour tes réponses et félicitations pour tes réussites. Merci encore. Donc, pour commencer, je vais tout de suite répondre à tes questions sur la chambre universitaire. Beaucoup de choses sont dites, il y a une espèce de climat d'anxiété générale sur le temps de trajet pour aller à sa fac. C'est comme quelque chose de religieux, voilà, si vous avez plus de 15 minutes de temps de trajet, vous perdez 7 points par minute de temps de trajet. Ouais, bon, voilà, honnêtement, moi j'habite près de Tours, mais je veux dire, je venais en voiture, j'avais 15-16 minutes de trajet, je connais des gens qui en avaient plus. Au premier semestre, j'avais pas encore mon permis, donc je prenais le train, parfois j'attendais 1 heure, 1h30 à la gare. Honnêtement, c'est pas énormément pénalisant. Je veux dire, vous serez plus pénalisé si vous foutez rien ou si vous bossez pas que si vous avez un long temps de trajet. Donc une chambre universitaire, ça peut être bien, d'avoir son propre appartement, ça peut être bien. En fait, il faut savoir que ce qui est difficile en PACES quand vous avez un appart, c'est de gérer tout ce qui est courses, papier, ménage, etc. Vous aurez vraiment pas la tête à ça et vous serez, voilà, quand il faudra le faire, ça aura peut-être tendance à vous déprimer un peu. Donc peut-être que la chambre universitaire, il y aura plus d'aide, il y aura moins de choses à faire, moins d'autonomie finalement que dans son propre appart. Mais dans son propre appart, on a évidemment peut-être, on se sent plus chez soi, plus rassuré, etc. On a plus son milieu. Bon, chambre universitaire et appartement, c'est bien. Il faut être sûr d'être bien autonome en fait dans sa méthode, bien être entraîné, savoir être habitué finalement à vivre ou en coloc ou seul. Mais c'est vrai que la PACES peut peser au niveau de la solitude, donc il faut faire attention à cet aspect-là.
J'ai vu évidemment que tu parlais de Monsieur Ouriou, qui est un super prof, un prof génial de biologie cellulaire à Tours. Donc si tu l'as rencontré et qui t'a dit ce conseil, je vais pas du tout le contredire, mais c'est vrai que vivre à proximité de la fac, c'est bien, quoi. Si vous vivez à 1 heure de la fac, c'est un petit peu compliqué, c'est bien d'avoir un appartement. Si vous vivez à 10-15 minutes de la fac et que l'appartement c'est vraiment quelque chose de compliqué, de stressant, d'anxiogène pour vous, restez chez vous et allez à la fac par les transports en commun ou la voiture. Est-ce que j'ai continué à jouer du piano de temps en temps pendant mon année de PACES? Donc je faisais beaucoup évidemment de piano avant, comme vous l'avez peut-être vu sur la chaîne. J'ai longtemps hésité finalement à être pianiste ou à faire médecine. Finalement j'ai fait médecine, mais c'est vrai que de la terminale à la PACES, j'ai dû faire beaucoup moins de piano, parce que quand on y va on a moins de temps, on perd un peu de dextérité, on est fatigué, mais je n'ai jamais vraiment arrêté, donc c'est vrai que, comme je vous avais dit, c'est pas du tout une méthode forcément à copier, mais le dimanche après-midi, moi je ne travaillais pas, parce que j'avais toujours besoin d'une demi-journée de repos, et dans ces moments-là, je faisais du piano, ouais, je faisais quelques heures de piano dans la semaine, un peu moins, je veux dire, ça tournait entre 1, 2, peut-être 3 heures de piano par semaine, dans certaines semaines j'en faisais pas du tout, mais j'arrivais toujours finalement pour mon plaisir à en faire. Je ne vais pas dire que j'avais monté, j'avais monté des gros morceaux, mais j'avais pu pour mon plaisir, voilà, improviser un peu, faire des trucs pour me détendre, et puis pour pas oublier mon identité finalement, en ayant grandi avec ça, c'est vrai que ça m'aurait fait très mal d'arrêter le piano. Donc c'est pas vraiment, je veux dire, vous aurez pas le temps d'en faire à un niveau professionnel, mais c'est pas parce que vous êtes en PACES que vous devez renier votre personnalité profonde. Ce serait vraiment bête de tout sacrifier finalement pour cette année. Donc vous pouvez continuer à avoir un peu de loisirs, un peu de sport, comme je l'avais dit dans de précédentes vidéos. Et puis si t'es à Tours évidemment l'année prochaine, je vous souhaite bon courage pour ta PACES. Caroline B nous demande si j'ai eu le concours du premier coup et si la deuxième année c'est plus simple parce qu'on a pris le rythme et qu'on a moins de pression. Bien, merci pour ton commentaire. J'ai effectivement eu la PACES du premier coup et la deuxième année, disons que c'est, en fait il faut être honnête, quand vous êtes là, vous regardez cette vidéo, vous êtes encore au lycée, c'est pas très intéressant pour vous de savoir ce qui se passe en deuxième année. Au niveau des cours, très honnêtement, il y a plus de volume et ils sont plus difficiles qu'en première année en fait. Mais comme on a la méthode de travail et puis qu'on a des bases scientifiques médicales, ça nous paraît beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'en PACES, la chose la plus simple qui paraît vraiment basique, et elle est très dure pour un terminal parce qu'on n'a pas de méthode, on connaît rien. Donc la deuxième année, disons qu'il faut travailler si on veut valider et qu'on veut pas aller au rattrapage. Mais il y a énormément moins de pression qu'en première année. Salut, merci pour ta vidéo, je suis actuellement en P1, mais je n'ai malheureusement toujours pas trouvé la méthode de travail efficace pour moi. Tu dis que ta méthode consiste à relire tes cours toutes les semaines, mais concernant l'apprentissage du cours le jour même, après le surlignage, comment fais-tu? Donc ça, c'est des questions qu'on me pose beaucoup, et c'est vrai que c'est pas forcément facile de parler de sa méthode de travail. Mais c'est vrai que tous les jours, on doit avoir vu les cours de la journée. Là, déjà, ça c'est fondamental, et toutes les semaines, avoir revu le cours de la semaine. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre un retard qui excède 24 heures. Mais concernant l'apprentissage du cours le jour même, du coup, après le surlignage, donc moi ce que je faisais évidemment, je surlignais en premier. Donc j'avais mon code couleur, orange pour les mots nouveaux, rouge pour les mots importants, bleu pour les dates, vert pour les noms propres, bref. C'est mon code, hein, il n'est pas forcément intelligent, mais il fonctionnait. Mais après le surlignage, en fait, je me mettais en tête de lire au moins une fois tout ce que j'avais fait dans la journée. Et si j'ai le temps, en fait, une fois de lire pour comprendre, et puis une deuxième fois de lire un peu plus en profondeur. Mais j'ai jamais fait de révision de type violente, c'est-à-dire lire une phrase, le blastocell apparaît à tel jour de développement et me redire blastocell dans ma tête. Enfin, ça c'est pas du tout mon mode de pensée. Je supporte pas être très scolaire comme ça, c'est vraiment pas la façon dont je fonctionne, mais certaines personnes, ça fonctionne pour elles. Mais en tout cas, l'important c'est d'avoir au moins relu les cours de la journée, parce que votre cerveau fera le travail tout seul, au moins d'avoir finalement ancré une première fois, d'avoir tué le cours, comme j'avais dit dans d'autres vidéos, c'est important de tuer le cours, c'est-à-dire une fois vous l'avez lu, vous en avez pris conscience, même si vous ne le connaissez pas par cœur, vous avez conscience que ce cours existe et qu'il va falloir l'apprendre. Plutôt que de le laisser tomber, finalement, si vous le revoyez 2 semaines après, vous ne vous souviendrez même plus que vous avez eu ce cours et ce sera vraiment un calvaire de l'apprendre. Unknown, t'es vraiment formidable, bah, merci beaucoup, je suis content de vous aider justement, si ça vous plaît, c'est super. Mais pourrais-tu me dire plus sur le fait d'apprendre en week-end tous les cours, c'est-à-dire le relire entièrement depuis le début? Et 3 petites questions auxquelles on va répondre après. Donc c'est vrai que bon, ça avait fait un peu, ça avait suscité beaucoup de réactions quand je vous avais dit que je voyais tous mes cours les week-ends, mais c'est vrai que je voyais toujours 2 UE complètement le week-end. Mais ça c'est parce que je suis capable d'être très rapide dans mon travail. Parce que j'ai l'habitude avec le piano, etc. Et puis que dans ma vie j'ai eu l'occasion de m'entraîner dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que je trouvais ça bien. Moi j'adorais pouvoir tout voir en fait sur 2 UE. Quand je dis tout voir, c'est voir tout le programme sur 2 UE par semaine.
sans les lire avec violence, mais vraiment tout relire tranquillement, juste pour me les remettre dans la tête. Et comme je faisais ça toutes les semaines, ça finissait par rentrer, non pas par force, mais par logique. Et c'est ce qui m'a permis finalement de faire que je suis en deuxième année. Je me souviens encore vraiment très clairement de mes cours de PACES, contrairement à certaines personnes que je peux côtoyer qui s'en souviennent plus du tout. Donc c'est intéressant finalement, je pense, de lire sans violence, mais de bien lire ses cours régulièrement. Si vous n'avez pas le temps évidemment de faire comme ça, vous sélectionnez, vous n'allez pas faire 4 UE par semaine, mais si vous arrivez à faire qu'une UE, mais que vous arrivez à revoir des choses d'avant cette semaine-là, c'est vraiment très intéressant et ça vous donne de l'avance pour le concours. Donc tu avais 3 petites questions. Actuellement je rentre en 3e année de médecine. Chaque année, tu fais une vidéo sur la médecine dans laquelle tu es. Donc là, je pense pas, honnêtement, sauf si vous le demandez, mais il n'y a pas vraiment besoin de vidéos pour réussir à la P2, la D1 et ainsi de suite. Bon, même s'il y aurait besoin de vidéos pour le CN, mais honnêtement, non, je vais vraiment me concentrer. Je vais peut-être faire d'autres vidéos sur la PACES si vous en avez besoin. Est-ce que j'aide individuellement les étudiants pour la réalisation de planning? Donc c'est un peu compliqué ça, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi je suis vraiment pas scolaire. Quand on parle de méthode DJ, d'agenda super réglé et tout. En fait, ça m'énerve parce que enfin, je peux pas ça, moi je suis plutôt dans l'action, pas trop dans la réflexion métaphysique sur la couleur que je vais utiliser pour stimuler mon hippocampe, enfin bref, je sais pas. Donc si vous me posez des questions et que vous me montrez un planning et que vous me demandez si ça paraît bien, je vous répondrai évidemment, mais je pense pas du tout avoir les compétences pour vous créer un planning. Vous devez vraiment créer vous-même votre méthode de travail et votre planning. Donc voilà, si vous avez besoin d'un planning et que vous y arrivez, tant mieux pour vous, c'est admirable. Et puis si vous n'en avez pas besoin, c'est admirable aussi. Voilà. La vidéo est nickel, merci à toi. Je voulais juste maintenant savoir si la dernière partie du concours que l'on passe en mai portait uniquement sur les UE du second semestre ou sur toutes les UE. Alors heureusement que le second concours ne porte que sur les UE du deuxième semestre. Tu vas vite te rendre compte que ce qu'on fait au lycée, encore une fois en un an, on le fait en une semaine, sans exagérer, en PACES. Donc honnêtement, s'il y avait tout au concours de mai, ce serait totalement impossible. Vous avez déjà un nombre de classeurs phénoménal au premier concours, peut-être encore plus grand au deuxième. Donc c'est vraiment deux périodes différentes. À Tours, on avait un mois de pause entre les deux, mais ça c'est vraiment une exception. Vous pouvez, je dirais pas oublier, mais vous pouvez mettre de côté votre premier semestre quand vous passez au deuxième semestre, sans inquiétude. Salut, tes vidéos sont tellement intéressantes, bravo, merci beaucoup à toi. Il ne m'en reste qu'une question à propos de la prise de notes, actuellement en terminale S. J'ai vraiment peur de louper des informations utiles par manque d'entraînement au lycée. Comment avoir une prise de notes parfaite? Alors, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de questions sur la prise de notes. Quand on est en terminale, c'est un peu un mystère. En terminale, on dit oui, prenez des notes en cours, mais en même temps, on répète 1000 fois la phrase. C'est pas du tout ce qui se passe en PACES. Pour la prise de notes, encore une fois, il faut du matériel, quoi. Vous pouvez pas arriver avec un crayon de papier, une feuille froissée et dire ouais, ça passe pas. Il faut avoir, selon moi, un dictaphone ou un pote qui a un dictaphone, une personne avec de confiance. Étant binôme, c'est très bien. Un ordinateur, si vous écrivez à l'ordi, moi j'écrivais à l'ordi, mais il y en a qui préfèrent avoir un truc à la main, mais avoir au moins une sécurité, par exemple un appareil photo pour prendre en photo les diapos qui passent. En tout cas, si vous avez rien de tout ça, vous aurez aucun moyen de reprendre un bout de cours qui vous est passé sous le nez, et ça va vous ronger. Donc franchement, investissez dans un dictaphone, même si ça coûte un peu cher, c'est vraiment pas de l'argent jeté par la fenêtre, et ça permet de vous rassurer chez vous, d'écouter les passages si vous avez des trous dans votre cours. Voilà, donc j'ai répondu à peu près à toutes les questions que vous m'avez beaucoup posées dans les commentaires. Je voulais vous rappeler 3 qualités du PACES en fait qu'on oublie souvent. En fait, il y a des qualités qui sont, je dirais, évidentes. Faut avoir de la mémoire, faut bosser, etc. Mais il faut aussi être rapide. Il faut être rapide et savoir. Je sais que c'est très compliqué, mais vous comprenez pas un truc, ne vous arrachez pas les yeux dessus, quoi. Vous l'apprenez et puis ça passe. Et puis finalement, en le relisant, vous finirez un jour par le comprendre. Attention, je dis pas qu'il faut pas comprendre. Si vous comprenez rien, médecine c'est pas non plus la bonne voie. Mais il faut savoir être rapide et sélectionner. Et encore une fois, être ouvert d'esprit. Par ouvert d'esprit, c'est au sens physiologique du terme, c'est-à-dire avoir de la flexibilité mentale. C'est-à-dire que vous aurez des imprévus, vous aurez des choses, voilà, qui sont pas forcément plaisantes, d'école, vous n'arrivez pas, vous avez un retard de train, chaque petite chose en PACES peut vous faire craquer finalement, mais il faut rester ouvert d'esprit, flexible. Souvenez-vous que c'est qu'un an, qu'il y a des choses tellement pires dans la vie, et en restant vous-même surtout, voilà, restez humain, restez vous-même, ne perdez pas votre personnalité, vos goûts, etc., vos amis, juste parce qu'il y a cette année. Si vous vous laissez battre par cette année, finalement, c'est pas juste. Donc il faut rester vous-même en fait, et c'est peut-être la meilleure façon de le faire, avec la plus grande honnêteté et d'y arriver. Et quand vous y arriverez, vous garderez cette chose
votre personnalité profonde que vous auriez pu un peu émousser en faisant cette année de manière bête et violente finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir répondu à la majorité de vos questions. Évidemment, j'ai pas pu en sélectionner plus, je vous répondrai en commentaire évidemment si vous en avez d'autres. Je vous remercie de votre attention et puis à la prochaine pour peut-être une prochaine vidéo.